Bonsoir à tous. Vous avez fait le voyage jusqu'en Espagne, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance. Vous avez traversé l'espace, le temps, et vous êtes là, au Théâtre des Amandiers, pour entendre cette pièce. C'est un mythe absolu que la Célestine. La Célestine en espagnol est d'ailleurs un terme comme Don Juan, Tartuffe en français. C'est devenu un nom commun. On dit une Célestine pour dire une entremetteuse, une maquerelle. C'est donc un personnage qui a une portée mythique et qui en même temps, en France, étonnamment, n'a pas eu de postérité. Don Juan, lui, a traversé le temps à partir d'une figure du XVIIe siècle espagnol. On le retrouve chez Molière, on le retrouve chez Mozart, bien sûr, on le retrouve chez Pouchkine, chez Mérimée. On le retrouve jusqu'au XXe siècle, au théâtre, en musique, au cinéma, etc. Alors que la Célestine, c'est une sorte de monstre extraordinaire qui surgit comme ça et qui projette son ombre à la croisée du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui fascine et que pourtant nous ne connaissons pas. Est-ce une inculture? Est-ce parce que nous considérons le théâtre espagnol comme du sous-Shakespeare? On verra. En tout cas, vous allez voir un texte étonnant, écrit en 1499 pour être très précis, mais les deux enjeux principaux de la pièce. Un amour fou, et la pièce commence par un jeune homme qui entre dans un jardin, voit une jeune fille, et dit « Alors là, Mélibée, je vois Dieu ». C'est-à-dire que l'amour fou qui frappe ce jeune homme lui fait mettre une femme à la place de Dieu. Autrement dit, c'est un blasphème absolu. C'est le comble de l'amour et c'est le comble de l'hérésie. Souvenez-vous que nous sommes à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire un moment où la chrétienté est la référence absolue et s'écarter de la foi en Dieu, de cette foi en plus tout à fait précise, c'est être criminel. Et ce personnage, Calixte, ce jeune homme de bonne famille, va se déclarer non pas chrétien, mais mélibéen. Il va donc adopter une nouvelle religion dont il est l'unique adorateur. Et la question sera comment obtenir cette femme et l'amour de cette femme qui l'a ainsi ébloui. Donc tel est l'enjeu de la pièce. Et pour arriver à cette fin, de manière assez étonnante, au lieu de simplement demander en mariage cette jeune femme, qui aurait finalement fait l'économie de tout le roman, eh bien il va faire un détour. Ce détour, c'est un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est effectivement la Célestine. C'est elle qui va faire le lien entre les deux amoureux, c'est elle qui va les réunir, parce qu'elle est la femme qui fait le lien entre les mondes. Et je vais vous lire maintenant le titre exact de la pièce, le titre originel. Comédie tragique de Calixte et Mélibée, écrite pour blâmer les amoureux fous, qui, vaincus par l'appétit désordonné, appellent Dieu leurs amis, et prévenir contre la turpitude des intermédiaires. Ça, c'est un long titre. Hein. Ça, c'est le titre originel. Donc, je le relis. Comédie tragique de Calixte. Vous l'aurez dans le petit programme, dans le petit texte que j'ai écrit dans le programme, vous verrez. Donc, c'est inutile d'essayer de tout noter là maintenant sur ce titre. Comédie tragique de Calixte et Mélibée, écrite pour blâmer les amoureux fous, qui, vaincus par l'appétit désordonné, appellent Dieu leurs amis, et prévenir contre la turpitude des intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est d'abord une comédie tragique. Autrement dit, c'est un mélange des genres. C'est à la fois drôle et pathétique. Et vous verrez que pendant certaines scènes, on a les deux en même temps. On a une situation absolument grotesque et en même temps qui très émouvante et qui peut vous bouleverser. Donc cette comédie tragique, ça n'est pas une comédie mal faite, c'est vraiment un mélange des genres qui correspond au mélange des mondes et à ce caractère complet de la vie. Les amoureux sont fous, et ils sont fous l'un de l'autre, ils sont fous de désir. Vous allez entendre dans ce texte une espèce d'appel au désir, une espèce d'élan de pulsion, et vous sortirez en vous disant, mais est-ce que ça a vraiment été écrit en 1500, ça? Il y a 5 siècles? Vous verrez. C'est ce que disent tous les spectateurs. C'est étonnant. Il y a une sorte d'élan du désir, de toute puissance, de crudité même du désir, quelque chose qui est très direct dans la manière d'en parler, de le vivre, de le ressentir. Et que fait la Célestine? Eh bien, elle permet la réalisation des désirs. C'est un personnage qui, justement, dans une société absolument hiérarchisée, compartimentée, où chacun doit être à sa place, va permettre la circulation du désir. La Célestine, c'est l'agent de la circulation du désir. C'est celle qui permet que ça circule, ça passe. C'est celle qui va permettre que les amants se rejoignent. Ce personnage-là, c'est donc un intermédiaire
un intermédiaire. On dirait aujourd'hui un médiateur, on parle des médias. Alors, la religion c'est plutôt le système global. Oui? Ah, c'est une très très bonne remarque, ça. En fait, on dirait, pour être très précis, c'est un intercesseur. Si on prend le système chrétien, l'intercesseur, c'est une très bonne remarque, c'est exactement la personne qui fait le lien entre vous et Dieu. C'est très intéressant. Effectivement, dans le système chrétien, que se passe-t-il? Il y a une faute originelle, d'accord? Vous naissez pécheur. On vous baptise, et donc, grâce au baptême, vous allez avoir, donc, vous tombez, vous avez le péché originel, d'accord? Et grâce au baptême, vous allez être dans un état de grâce provisoire. Pourquoi? Parce que à l'origine, il y a le péché. D'accord? C'est comme ça que la religion chrétienne commence. Et donc, vous êtes dans un état de grâce, ça veut dire que vous n'êtes pas pécheur. Et puis vous allez commencer à vivre. Vous allez vivre, et donc vous allez commettre des péchés. Qui d'entre vous n'est pas gourmand? Qui d'entre vous n'a pas jeté un regard de concupiscence sur son camarade? Qui d'entre vous n'a pas eu, par exemple, une tentation, une jalousie, une envie? Tout ça, c'est le péché, et le péché, c'est la vie. Et c'est la vie du corps, c'est la vie de la chair. Donc, vous allez pécher. Puisque vous allez pécher, vous allez devoir laver ce péché. Parce que si vous péchez trop, au bout d'un moment, il va falloir payer la facture. D'accord? Payer la facture, ça s'appelle aller en enfer. Puisque le but, c'est de retrouver le monde d'en haut, qui est le monde du salut, si vous voulez, et d'éviter de vous retrouver, à force d'avoir péché, en enfer. Ça, c'est pour développer ce que vous dites sur l'intermédiaire. Donc, pour arriver à laver le péché, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire dans le système chrétien? Exactement. On va se confesser. La confession, ça suppose quoi ou qui? Le prêtre. Exactement. Ça suppose un prêtre. Le prêtre, c'est un homme de Dieu, un homme qui a été habilité à entendre vos péchés et à vous les pardonner. La confession va donner la pénitence. D'accord? La pénitence, ça veut dire qu'on va vous dire, puisque c'est ça, tu vas devoir t'absteindre de gâteau au chocolat pendant 3 semaines, à force d'en avoir mangé. On va vous donner une forme de petite punition. Pénitence, punition, ça n'est pas très loin. Et puis, cette pénitence va vous donner le fait que vos péchés vont être lavés. Absolution, ça signifie qu'on vous lave. D'accord? C'est la même racine, solvere, qui signifie laver en latin, délier, etc. Donc, vous allez vous retrouver après à nouveau en état de grâce. Et puis, vous allez encore avoir envie de gâteau au chocolat. Donc, vous allez à nouveau pécher, et ainsi de suite. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle un cycle pénitentiel, c'est que vous allez constamment, toute votre vie, repasser par toutes ces phases-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est absolument nécessaire pour sortir de l'état péché? La confession. Et qu'est-ce qu'il faut pour la confession, on l'a dit? Un prêtre. Autrement dit, vous avez besoin, pour trouver le salut, d'un intermédiaire. Le prêtre, c'est l'intermédiaire céleste, si vous voulez. C'est l'intermédiaire qui va vous permettre de rejoindre Dieu, d'être pardonné. Et d'ailleurs aussi dans la religion chrétienne, c'est le fait que vous avez le Christ qui est l'intermédiaire entre vous et Dieu, puisqu'il est homme et Dieu à la fois. D'accord? Donc, vous êtes dans un monde, effectivement, qui pense qu'il faut des intermédiaires entre vous et Dieu. Et si vous voulez vous élever jusqu'à Dieu, vous allez faire appel à ces intermédiaires, que ce soit le Christ, les saints, les prêtres, d'accord? La religion chrétienne, c'est une religion d'intermédiaires, mais d'intermédiaires célestes. On appelle justement ces intercesseurs. Par exemple, si vous priez et vous avez besoin qu'on vous aide, vous allez dire Saint Michel, aide-moi à faire ceci, d'accord? Vous allez prier des relais jusqu'à Dieu. Bon. Et pourquoi c'est très intéressant votre remarque? Parce que effectivement la Célestine, c'est un monde d'intermédiaires, mais ce n'est pas le même genre d'intermédiaire. Là, si vous voulez, l'intermédiaire, il va vous permettre de monter, d'accord? Voilà. Alors que là, la Célestine, elle vous permet de passer d'un monde à l'autre. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans le monde chrétien où il s'agit de s'élever, d'accord? Vous allez chuter par le péché et vous allez vous élever grâce aux intermédiaires de l'Église. Au contraire, chez la Célestine, c'est vous avez ici un homme qui est un homme qui désire, vous avez une femme qui au début ne désire pas mais qui est désirée, et la Célestine, c'est celle qui va faire le lien tout à fait horizontal, dans tous les sens du terme, entre ces deux figures du désir. Elle va vous permettre de passer d'un plan à un autre.
Donc ce qui est passionnant dans ce roman, parce qu'au début c'est un roman dialogué, qui a été ensuite lu et qui est devenu une pièce de théâtre jouée, c'est que vous n'êtes pas du tout dans un monde vertical où l'Église justement c'est ce qui permettrait d'aller vers Dieu, vous êtes dans un monde sans Dieu. Dans un monde, au contraire, où tout se joue entre les humains, dans les désirs humains. Et le paradoxe, c'est que c'est pourtant à la fin de la chrétienté, enfin à la fin du Moyen-Âge chrétien, pas à la fin de la chrétienté, donc un moment où l'Église est censée être dominante. Donc, ces intermédiaires-là sont des intermédiaires du désir, qui vont permettre, je le disais, une circulation. Et quel est le type de circulation par excellence? Qu'est-ce qui fait que les choses circulent dans la société? Exactement, l'argent. L'argent, c'est ce que Marx appelle l'échangeur universel, d'accord? Ce qui vous permet d'échanger un cheval contre un séjour aux Seychelles, d'accord? Donc, je pense à deux choses que vous achetez tous les jours, comme moi. Donc, vous avez un objet, vous avez un autre objet. Comment vous allez comparer ces objets? Vous allez avoir l'argent, qui est le point commun. Ok? 100 €, ça correspond à soit 15 livres de poche, soit un restaurant à 4 personnes, ou 5 personnes, ou 6 personnes, soit une nuit d'hôtel dans un très bel hôtel, soit un week-end pas cher avec des copains. Voilà, donc ça veut dire que 100 €, c'est une unité de compte pour tout. Bon. Eh bien, précisément, le monde de la Célestine, c'est le monde où tout va s'échanger et où, justement, on va tout trafiquer, dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'on va faire commerce de tout. Vous savez ce que veut dire commerce à l'origine? Non? Oui. Oui, ça veut dire quoi? C'est le truc qu'on fait devant. C'est là où on vend et on achète les... Alors, on vend et on achète quand on fait du commerce, oui, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Exactement, on échange, on communique, on échange. Le commerce à l'origine, ça veut dire échanger. Il y a un texte de Montaigne dans les Essais qui s'appelle « De trois commerces ». Et ce qu'il appelle les commerces, c'est commerce avec les hommes, l'amitié, commerce avec les femmes, l'amour, et commerce avec les livres, d'accord? Donc un troisième type d'échange. Donc le commerce à l'origine, c'est l'échange. L'échange. C'est devenu ensuite, ou plutôt au même moment, enfin sans faire de chronologie, ça veut dire aussi l'échange financier, matériel, quand on dit un commercial par exemple, un enjeu commercial. Bon. Donc on est dans un monde de l'échange, et ces échanges-là, ils vont être non seulement des échanges entre les êtres, mais des échanges payants. La Célestine va se faire payer pour amener Mélibée à Calixte. Elle va dire, il y a trois biens pour moi, trois sources importantes. Le bien matériel, le plaisir et le profit. Autrement dit, le sexe et l'argent. Et comment, avec le sexe, on fait de l'argent? Pardon? Voilà. C'est exactement un monde de prostitution. Et c'est ce que, dans le titre, c'est ce qui s'appelle dans le titre la turpitude des intermédiaires. La turpitude, ça veut dire quoi, turpitude? Non? Vous voyez pas? Turpitude, ça vient du latin turpis et, donc adjectif. Qui fait du latin parmi vous? Ouais, les temps sont durs. Les temps sont durs, oui. D'accord. Turpis, turpé, ça veut dire honteux. D'accord? Donc la turpitude, c'est une chose qui est honteuse. Donc ça veut dire la corruption morale, la dégradation. D'accord? Bon. Donc, la turpitude des intermédiaires, ça veut dire que les intermédiaires, tous ceux qui vont permettre de passer d'un monde à l'autre, d'un désir à l'autre, de faire du commerce, vont s'enrichir. Donc ils vont vivre des désirs des autres. D'accord? Les agences matrimoniales aujourd'hui, effectivement la prostitution, ou même quand on pourrait parler des médias, d'accord? La télévision, la presse, tout ça, ce sont justement ce qu'on appelle des médias, c'est-à-dire des médiateurs, des choses entre vous et le monde réel. D'accord? Eh bien, précisément, ces médiateurs, vous savez que la page de publicité, 1 minute, c'est 500 000 €. Voilà ce que c'est que la turpitude des intermédiaires. Ça veut dire que, grosso modo, ils vont tirer profit du fait qu'ils sont entre vous et autre chose. Vous et un désir, vous et le monde. Donc c'est devenu une économie absolument fondamentale, l'économie des intermédiaires. On vit dans un monde d'intermédiaires. Bon. Et c'est ça qui est génial dans cette pièce, c'est que la Célestine,
c'est l'intermédiaire par excellence, celle qui fait que ça circule. Bon. Alors maintenant, ça va, c'est clair ce que je vous dis? Ouais. Vous avez déjà des questions là-dessus? Non? Alors, pourquoi la pièce est aussi fascinante? Je vais vous donner un petit peu l'arrière-plan historique. D'accord? Quand est-ce qu'elle a été écrite et pourquoi le type de société où elle est important. En fait, la Célestine, c'est une sorte de héros du mal, si vous voulez. C'est un héros du mal, et on sait que les héros du mal fascinent, comme Don Juan, par cette posture du défi qu'il deviendra chez Molière, peut fasciner. D'accord? Il y a quelque chose de diabolique dans ce personnage de la Célestine, quelque chose qui fait qu'elle est en même temps extrêmement séduisante, parce qu'elle arrive à tout traverser. C'est une femme du peuple, elle a commencé par être prostituée, elle le dira, est-ce que c'est toi qui m'as tiré du bordel, d'accord? Et elle a réussi à survivre et à tout traverser, et elle s'est faite toute seule à la force du poignet, elle vient du peuple. Bon. Et il y a quelque chose de fascinant dans cette manière de survivre, de tout traverser, et d'avoir tous les visages possibles. Ça veut dire que ce personnage-là, Célestine, vous allez entendre dans la pièce qu'elle fait plein de métiers. Et l'un des métiers qu'elle fait, c'est qu'elle fait de la couture. C'est une couverture. Elle est en fait aussi sorcière. Elle est sorcière, elle fait des filtres, elle enchante, elle séduit. Donc c'est cet imaginaire de la femme qui est une femme marginale, qui évidemment provoque chez l'homme un fantasme à la fois d'attirance et d'horreur, parce que c'est la femme qui échappe au contrôle, d'accord, qui peut séduire, en même temps qui n'a pas d'enfant, qui vit en marge de la société, qui a un pouvoir magique. Et donc, elle a cette activité, je disais, de couturière, ça veut dire qu'elle va coudre, elle va tirer des fils. Elle va tirer des fils également entre les personnages, elle va relier entre eux les personnages. Donc, elle a cette activité de lien, si vous voulez. Alors, pourquoi c'est important dans ce monde-là? C'est important dans ce monde-là parce que on est à un monde, justement, à un moment, pardon, qui est un moment de croiser des chemins. 1499, qu'est-ce que c'est? C'est quoi 1499? Pardon? C'est la fin d'un siècle, c'est très juste. C'est la fin d'un siècle, exactement. C'est même la fin d'un monde, en fait. C'est un moment où on va basculer d'une grande époque à une autre. Vous savez quelles sont les 4 époques de l'histoire? Alors, préhistoire, tu as raison, mais c'est avant l'histoire. C'est pour ça qu'on dit la préhistoire. Mais du point de vue de l'histoire occidentale, Antiquité, oui, très juste. Moyen-Âge, Renaissance. Alors, les temps modernes, oui. Et l'époque contemporaine. Alors, effectivement, après, il y a plusieurs types de classements, mais on considère en général, si vous prenez par exemple, vous faites des études d'histoire à un moment, vous verrez que le découpage traditionnel, c'est en effet l'Antiquité. Et l'Antiquité, elle comprend... Alors, si je ne prends pas l'Égypte, hein, si je prends l'Antiquité grecque et romaine, l'Antiquité gréco-romaine, elle commence avec la fondation de Rome, d'accord, de manière mythique, donc moins 753, et elle va jusqu'à la chute de Rome, 476. Donc elle dure un siècle. 476, pourquoi c'est précis? Parce qu'on a éteint la flamme éternelle à Rome à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, alors là, c'est vraiment la fin d'un monde. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on a une deuxième période que vous avez citée, qui est le Moyen-Âge, qui dure 1000 ans. Donc, de 476 jusqu'à... Alors, c'est là que les problèmes commencent. Soit, en gros, la moitié du XVe siècle. On considère que c'est ce moment-là parce qu'il y a à la fois la découverte de l'imprimerie, enfin l'invention de l'imprimerie plutôt, en même temps, il y a des guerres importantes contre les Turcs. Ou bien, deuxième date, et c'est celle qui m'intéresse ici, 1492. Voilà, découverte des Amériques, 1492, c'est effectivement une date qu'on retient comme charnière et comme début d'une troisième époque, qu'on appelle en général les temps modernes. Les temps modernes donc, vont de 492 à 1789. Et on décompose les temps modernes en 2 temps. La Renaissance, d'accord? Renaissance, si je parle du point de vue français, qui dure un gros siècle. Ensuite, on parle de l'âge classique. D'accord? L'âge classique qui va également durer à peu près un siècle, jusqu'à la mort de Louis XIV.
mort de Henri IV, mort de Louis XIV. Et puis on arrive à quoi? 18e siècle? La jeune fille. Ah, ça c'est un peu après. Mais pas loin, mais c'est un peu après. Ce grand mouvement philosophique d'émancipation, les Lumières. D'accord? Les Lumières pour un siècle. Et puis après, on parle en général de l'époque contemporaine, d'accord? Qui dure de la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Bon. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris la peine de refaire ce balayage des 4 époques traditionnelles de l'historiographie? Donc, de l'histoire de l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. Donc, comment on raconte l'histoire? Ça, c'est évidemment une perspective occidentale. Vous prenez les Chinois, ils n'ont pas du tout la même manière de compter. Bon. C'est parce que notre texte se situe à une charnière entre le Moyen-Âge et les temps modernes. D'accord? 1499, je vous le rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est bien à la fin du Moyen-Âge et on est à la fin d'un monde qui est en convulsion. Alors, et c'est le premier, dans cette description un peu historique que je vous fais, c'est le premier point, c'est la fin du Moyen-Âge. Et alors, fin du Moyen-Âge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a effectivement tout un monde qui était un monde organisé, si vous voulez, et qui est secoué par des crises. D'accord? Et quelles crises? Eh bien, par exemple, ce qu'on appelle les 3 cavaliers de l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est les 3 cavaliers de l'Apocalypse, à votre avis? Quelles sont les grandes crises? La famine, la guerre et la peste. Exactement. La famine, la guerre et la peste. Ça, souvenez-vous que la peste, elle tue jusqu'à 1/3 des habitants de l'Europe. 1/3, je ne sais pas si vous imaginez. C'est énorme. Il y a des villes où 50% meurent. On traîne des charrettes de cadavres. Ça, c'est la peste qui commence au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle. D'accord? Donc, la peste. La famine, effectivement. On est à un moment où il y a des catastrophes climatiques, il y a un certain nombre de problèmes, donc les gens meurent de faim. Et puis la guerre qui fait que, effectivement, il y a des bandes qui ravagent les campagnes, qu'il y a la guerre de 100 ans qui dure du milieu du XIVe jusqu'à la fin du XVe entre la France et l'Angleterre. Donc tout ça fait que vous êtes dans un monde qui est un monde dont on a l'impression qu'il va se finir, qui est traversé par la mort, et on appelle ça d'ailleurs l'automne du Moyen-Âge. Un moment où le Moyen-Âge paraît absolument à bout de souffle, extrêmement sombre. Si vous prenez par exemple le nom de la rose, c'est une enquête dans un monastère. Et ça se passe quand? Ça se passe au XIVe siècle. Et qu'est-ce que vous avez à un moment? Vous avez des prêtres qui commencent à se frapper en disant le monde va finir, c'est la fin du monde, d'accord? Donc ce sentiment que tout est dégénéré. Donc à la fois cette manière d'être traversé par la mort, en plus de cela, donc ça c'est les cavaliers de l'Apocalypse. Ensuite, vous avez également un déclin de la chrétienté, ou plutôt non seulement un déclin, mais un certain nombre de crises, qui sont d'ordre plus spécifiquement religieux. Ça veut dire que vous avez un moment, dans le monde chrétien, 2 papes, voire 3. Or, qu'est-ce que c'est que le christianisme? C'est l'idée que le monde est un. C'est absolument essentiel dans la logique chrétienne que vous soyez dans une unité du monde, parce que Dieu est venu apporter la parole à tous. Jésus est venu apporter la parole à tous. Donc s'il y a division, si l'Église est divisée, c'est un problème pas accidentel, c'est un problème structurel. Et donc vous avez à un moment des conflits très importants qui font que non seulement vous avez une division, mais vous avez des remises en cause, vous avez également ce qui est considéré comme des hérésies, c'est-à-dire des déviances par rapport à la norme. Donc c'est un moment où l'Église est en crise. Elle est d'autant plus en crise que il y a tout un ensemble de problèmes. L'Église se trouve dans une situation qui est dénoncée par beaucoup. Elle est omniprésente, elle domine tout, et en même temps, elle est considérée comme corrompue. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des prêtres qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont plusieurs femmes. Vous avez aussi ce qu'on appelle les indulgences. Ça veut dire que si jamais vous avez péché, un prêtre va vous dire « Donne-moi 1000 € et tu iras plus vite au paradis ». Il y a des remises de peine. Donc ça veut dire qu'on commence à faire trafic, vraiment de manière officielle et approuvée par le pape, du salut. Ça veut dire que vous êtes dans un monde où la référence morale et religieuse, qui était la religion, qui était l'Église catholique, elle-même est défaillante. Donc, comment faire? Quel repère avoir? Donc, tout ceci fait que vous êtes dans un sentiment de profond trouble, d'autant que une autre grande civilisation monothéiste, d'accord, les Turcs, donc musulmans,
sont en train de conquérir l'Europe progressivement. Et d'ailleurs, cette date-là, que je vous ai donnée 1453, les Turcs prennent Constantinople, et Constantinople, c'est la porte de l'Europe. Ça veut dire que c'est le point par lequel vous entrez dans les Balkans, et donc les Turcs vont avancer. Autrement dit, vous êtes dans un monde qui a effectivement le sentiment qu'il est en train de finir, et qu'il est un peu en convulsion. Donc, dans ce monde-là, en même temps, vous avez constamment une présence de l'Église et de Dieu, et vous avez le constat que Dieu n'est pas là. Dieu ne répond pas, Dieu ne répond plus, d'accord ? Il doit être occupé à autre chose. En tout cas, Dieu ne se manifeste plus dans l'histoire, et on a l'impression qu'il a abandonné ce peuple des croyants. Et c'est précisément le monde de la Célestine, ça veut dire un monde où Dieu n'est plus là, et où les intermédiaires ne sont plus les intermédiaires du salut, je l'ai dit, mais les intermédiaires des plaisirs, d'accord ? Et des satisfactions. Voilà, donc ça c'est ce Moyen-Âge finissant dans lequel on se trouve, et la pièce, à cet égard, fait entendre un peu le Moyen-Âge. Elle le fait entendre même beaucoup, parce que vous avez plein de références qui viennent du Moyen-Âge. Vous allez entendre par exemple un personnage qui fera une liste à un moment. Il dira, vois comment les femmes sont évoquées chez Sénèque, chez les anciens, écoute un tel, écoute, donc tout un jeu avec la référence qui sont les références traditionnelles du Moyen-Âge, notamment Aristote, le grand philosophe de référence pour le Moyen-Âge. Vous êtes donc dans un monde qui vit encore dans ce cadre culturel-là, où il y a des listes, où il y a également un jeu sur le trivial, ça veut dire une sorte d'évidence comme ça des choses de la vie. Si jamais quelqu'un a des besoins, il va le dire, d'accord ? Voilà, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. Le corps, si vous voulez, va parler naturellement, d'accord ? Le corps va être de manière explicite mentionné. On n'est pas du tout au moment de la pudeur qui viendra après, où les choses vont être couvertes, etc. Là, si quelqu'un a envie, je ne vous dis pas de quoi, vous verrez, mais les besoins s'expriment naturellement et ils sont dans une forme d'évidence. Voilà. Donc tout ça, ça fait que le texte est encore dans le Moyen-Âge. En même temps, on est à une charnière, c'est-à-dire on est effectivement à la charnière de la Renaissance, le moment fin 15e, début 16e siècle. Et à cet égard, il y a plusieurs grands mouvements qu'on va entendre dans la pièce et qui sont en train de se produire. Alors lesquels ? Le premier grand mouvement, la première grande révolution, si vous voulez, qui est en train d'advenir, c'est le fait qu'on va changer de centre de référence. Le monde va changer de centre. Ça veut dire que pendant des siècles et des siècles, on considérait que la Terre était au centre de l'univers. Donc, puisque la Terre est au centre, et que l'homme est au centre de la Terre, c'est très bien, l'homme est au centre de la création, c'est parfait. On est quand même au centre du monde, c'est flatteur, c'est satisfaisant de se dire que je suis le centre du monde. C'est le rêve de tout le monde, d'être le centre du monde, plus ou moins. Bon, donc là, la première révolution qui va se passer, c'est une révolution astronomique. C'est-à-dire que on va passer à l'héliocentrisme. C'est que la Terre n'est plus le centre autour duquel le Soleil tourne, mais c'est l'idée que c'est le Soleil, lui, qui est le centre. Donc, puisque le Soleil est le centre, la Terre n'est plus qu'un point qui tourne. La Terre n'est plus fixe. Et ce qui va se passer un siècle plus tard, c'est que Galilée va prouver cette intuition qui vient de Copernic. Et Galilée va dire, la Terre tourne. Donc, vous n'êtes pas dans un monde stable où chacun est bien à sa place et vous êtes le centre du monde. Vous n'êtes qu'un petit point dans un univers qui est en mouvement. Ça, vous imaginez la blessure que c'est pour l'homme qui se pensait le centre du monde. Je ne suis qu'un point sur un point qui tourne autour d'un point, qui lui-même tourne, etc. Je me souviendrai toujours d'une expérience que j'avais eue quand j'étais enfant. On m'avait montré une sorte de grand panneau, quelque chose comme ça, vous voyez là-bas. Et puis on avait montré un tout petit point. On avait dit, tu vois là, c'est notre galaxie. Si vous réalisez ça, c'est-à-dire que si vous réalisez que le point qu'on vous montre, qui est un point dans une immensité, est votre galaxie, qu'est-ce que c'est que la galaxie ? C'est des milliers de soleils. Notre soleil est un de ces soleils. Et la Terre est un point par rapport à ce soleil. Si vous faites l'expérience de ce vertige-là, vous allez comprendre que tout devient très très relatif. Tout ce qui paraît très important pour tout le monde, d'accord ? C'est très très relatif à l'échelle du cosmos. Eh bien, c'est cette espèce de grand vacillement-là qui commence à la fin du XVe siècle. D'accord ? Le sentiment que tout n'est pas si important et l'homme n'est pas si important, la Terre n'est que ce point. Donc ça, c'est une première grande révolution. Il y a une deuxième révolution très importante, évidemment, qui est la découverte des Amériques. Donc ça, c'est une révolution qu'on pourrait appeler géographique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les grandes découvertes. Découverte, c'est évidemment du point de vue occidental, c'est-à-dire européen à l'époque. L'Occident n'existe pas à l'époque. Européen. Ça veut dire que c'est le point de vue des hommes qui vont conquérir. Vous connaissez tous cet épisode, d'accord ? Christophe Colomb, 1492, part
il tombe sur ce continent dont on ne soupçonnait pas l'existence, même s'il avait déjà été abordé par des Vikings avant, etc. Mais en tout cas, là, ça devient une conscience universelle que, voilà, il y a ces continents. Et là, toute l'Espagne, le Portugal, puis progressivement les pays européens, il y a là, dans cette découverte du monde, également un sentiment que les repères ne sont plus les mêmes. Et le fait que le monde change de dimension. Et la pièce, parmi toutes les certitudes qu'elle abat, parmi toutes les références qu'elle fait vaciller, il y a le fait qu'on n'est plus dans une Europe qui est absolument centrale, etc. On est déjà dans un monde qui a un ailleurs. Il y a un ailleurs, il y a d'autres valeurs. Montaigne, un peu moins d'un siècle plus tard, parlera du relativisme, ça veut dire, il dira, il faut comparer entre les peuples, il faut voir les différences. Bon. Donc, le fait que le monde change de dimension, le fait que, également, on s'aperçoit qu'il y a cette circularité du monde, c'est une grande perturbation. Et c'est évidemment aussi une grande source de richesse, puisque les Amériques, c'est l'afflux de l'or, de tout un ensemble, ça vous l'avez vu, donc je ne rentre pas dans les détails non plus. Mais c'est une conséquence très importante, une troisième révolution, une troisième grande rupture dont la pièce se fait l'écho, c'est une révolution économique. Qu'est-ce que c'est que la révolution économique? Quel est le grand mouvement économique qui se déploie à partir de ce moment-là? Le capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est un système économique dans lequel le but et le moteur est la recherche du profit en vue de développer le capital, et ça repose sur la concurrence des intérêts privés. Vous me suivez? Chaque mot, là, est important. Faites cet exercice d'ailleurs, vous, quand vous travaillez, c'est essayez de faire l'exercice du dictionnaire. Ça veut dire de rédiger la définition d'une notion. Là, ce que je viens de vous donner, c'est une définition. Donc il n'y a pas de gras, il n'y a pas de choses inutiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un système où le but c'est le profit, où il y a de la concurrence des intérêts privés, et où on va avoir un capital qui va se développer. Qu'est-ce que ça veut dire le développement d'un capital? Le capital, c'est de l'argent ou un bien qui travaille. Qu'est-ce que ça veut dire un bien qui travaille? C'est un bien qui rapporte. C'est que si vous avez 100 euros, soit vous le mettez dans votre poche, vous le gardez. Dans une semaine, vous aurez encore 100 euros. Ça, c'est de l'argent, c'est pas du capital. Maintenant, si vous avez 100 euros, que vous les prêtez à quelqu'un, dit tu me les rends dans une semaine, mais tu me donnes 10 euros de plus. Dans ce cas-là, vous avez du capital, c'est-à-dire que vous avez un argent qui va permettre de rapporter davantage d'argent. Vous me suivez? Bon. Donc, ça, c'est effectivement un système qui fait que vous allez avoir de plus en plus d'argent, de plus en plus de biens. Ce système-là, il naît au moment de la pièce. Ça veut dire que ce qui va faire que le capitalisme va se développer particulièrement, c'est les grandes découvertes. Pourquoi? Parce que pour aller conquérir d'autres mondes, qui sont très loin, au-delà des mers, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de bateaux. Et pour faire des bateaux, vous avez besoin de faire quoi? Vous avez besoin de matériel, etc. Vous avez besoin d'investir de l'argent. Autrement dit, vous faites un pari. Vous faites un calcul. Vous allez vous dire, voilà, je vais construire 20 bateaux, je vais mettre de l'argent dedans, et puis j'espère que les bateaux vont revenir chargés d'or. Ça, c'est typiquement un pari capitaliste. Vous allez calculer avec un espoir de revenus et d'avoir davantage. Cette logique-là, c'est celle qui fonde notre monde actuel. On est dans le monde de cette logique capitaliste, ça veut dire que chacun investit et espère gagner davantage. Toutes les civilisations n'ont pas vécu comme ça. Ça, c'est complètement fou pour un grec ancien, par exemple. C'est fou pour un romain. D'accord? C'est fou pour un Indien, un Brésilien, un Tupi-Guarani, d'accord? Qui vit sur la côte du Brésil. Donc, c'est notre monde qui est comme ça. On a maintenant l'impression que c'est évident. C'est évident parce qu'à ce moment-là, il s'est passé un changement dans la mentalité européenne, très important, où on a commencé à entrer dans une ère qui sera celle de la bourgeoisie, c'est-à-dire de cette classe qui a pour fonction de créer de l'argent et d'en créer toujours plus. Et ça, vous l'avez dans la pièce. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui est le père de Mélibée, et ce personnage-là est un marchand. Et qu'est-ce qu'il construit? Des bateaux. Donc il est exactement l'image du capitaliste de ces temps modernes qui commencent, celui qui va investir, et vous allez entendre Mélibée à un moment dans la pièce qui va dire « je vais aller voir les bateaux, ça va me calmer ». Et ce n'est pas du tout seulement une image poétique, c'est pas seulement que les bateaux c'est joli, c'est que les bateaux sont la source de la richesse, puisque c'est ce qui va aller vers l'autre monde, enfin le nouveau monde, et permettre de rapporter des choses. Cette logique du profit à tout prix, cet investissement, c'est également celle de la Célestine. La Célestine elle-même,
elle capitalise. Elle a chez elle, dans sa maison, des prostituées qu'elle fait travailler. Ça, on dirait que la prostitution existe depuis toujours, les Romains, etc. C'est vrai. Mais là, elle fait un système, si vous voulez, de ce trafic-là, et elle représente cette classe marchande. Voilà, on est dans un monde où le profit est devenu la référence absolue. Et ça, c'est éminemment moderne, Combe. D'accord ? Un monde où le profit est la valeur absolue. C'est-à-dire que toutes les autres choses n'ont plus la même importance par rapport au profit. Faites pas cette tête. C'est pas si grave. C'est parce que c'est du théâtre. Vous avez l'air désespéré. Mais oui, c'est vrai que c'est pas aussi exaltant que de penser qu'il y a l'honneur comme valeur, qu'il y a l'amour, etc. C'est un monde de profit. Bon. Ça va ? Est-ce que c'est clair ? Bon. Alors, continuons nos révolutions dans ce cas-là. Donc, troisième révolution, le capitalisme. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grand mouvement dont la pièce se fait l'écho à ce moment-là, des tensions au sein de l'Église qui vont provoquer la grande division de la chrétienté, des guerres de religion, qui arriveront 20 ans plus tard. Il y a comme exigence le fait que vous devez absolument adhérer à une foi. Si vous voulez, il y a un rapport intégriste à la foi. Vous devez, aux yeux de l'Église, aux yeux du pouvoir, absolument être fidèle à la foi. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien on va vous brûler, on va vous torturer, on va vous chasser. Donc, en particulier en Espagne, là je parle de l'ensemble du monde chrétien, mais en particulier en Espagne ce sera le cas, il y a un rapport à la foi qui va devenir de plus en plus dogmatique, exigeant, voire persécuteur. Et ça va annoncer les guerres de religion. Il n'y aura pas de guerre de religion en Espagne, il y en aura en France, il y en aura en Allemagne, dans l'Empire allemand, etc. Et enfin, il y a un grand bouleversement, et la pièce s'en fait l'écho aussi, vous êtes dans un monde où les États vont affirmer leur identité nationale. Concept qui est à la mode, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est à ce moment-là que les États vont commencer à se définir comme des nations, c'est-à-dire des entités qui sont avec une certaine identité, avec une certaine population donnée, avec une certaine langue, avec une certaine culture, etc. Donc, à ce moment-là, vous avez une manière de se définir qui devient plus nette, plus intransigeante. Pourquoi c'est important dans la pièce ? Parce que la Célestine, c'est un moment où l'identité espagnole va vouloir s'affirmer, et elle va s'affirmer par l'exclusion, d'accord ? Et par l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, si on regarde exactement l'année 1492 et sa signification pour l'Espagne, que les Espagnols reprennent la ville de Grenade. Si vous voyez l'Espagne, les musulmans avaient conquis l'Espagne pendant le Moyen-Âge, et ils occupaient une bonne partie de l'Espagne. Et il y a eu un grand mouvement qui a commencé au Moyen-Âge, qui s'est appelé la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de l'Espagne par les Espagnols catholiques. Et ils ont mis plusieurs siècles, et il ne restait plus que le royaume de Grenade, c'est-à-dire en Andalousie, qui était encore musulman. Et en 1492, les catholiques réussissent à chasser les musulmans, qui vivaient là depuis des siècles. Il faut savoir que pendant plusieurs siècles, il y a eu 3 religions qui vivaient ensemble en Espagne. Le christianisme, l'islam et le judaïsme. On parlait de l'Espagne des 3 religions. Si vous allez dans la ville de Grenade, par exemple, vous avez un des plus beaux palais espagnols, qui s'appelle musulman, qui s'appelle l'Alhambra, qui est extraordinaire, avec des jardins suspendus. Si vous allez juste à côté dans la ville de Cordoue, qui est aussi au sud de l'Espagne, vous avez un quartier qui s'appelle la Ruderia. Ruderia, ça veut dire le quartier des Juifs. Et là-dedans, vous avez une mosquée qui contient une cathédrale. En termes de vie collective des religions, au lieu de s'entretuer, c'est un bel exemple d'équilibre et de tolérance entre les religions. Ça a duré un moment, jusqu'au moment où l'Espagne est devenue très catholique exclusive. Ça veut dire qu'elle a chassé les musulmans, les arabes, et elle les a littéralement expulsés. Il y a aussi autre chose, juste avant la prise de Grenade, c'est le fait que vous avez une bulle, en fait un décret du pape. Il va dire « Je vous déclare, roi et reine, les rois très catholiques d'Espagne. » Les 2 rois s'appellent Isabelle et Ferdinand, et ce sont ces rois très catholiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le pape donne comme mission à ces 2 rois de nettoyer l'Espagne. Ça veut dire quoi, nettoyer l'Espagne ? Ça veut dire qu'il n'y a plus que des catholiques. Donc, chasser les musulmans, et en plus, chasser les juifs, qui vivaient là depuis des siècles et des siècles. C'est une des plus anciennes communautés en Europe. Et donc, on va donner aux juifs 30 jours. Il y a à l'époque 600 000 juifs en Espagne. Donc, on va donner 30 jours pour soit se convertir, soit partir. Ils vivaient là parfois depuis des siècles. Et sur cette population,
on va en exterminer 50 000, on va en convertir de force 100 000, 100 000 vont s'enfuir, donc vous allez, si vous voulez, avoir une sorte de grand mouvement, et vous allez avoir des conversions forcées. Et ça, c'est important pour la pièce. Pourquoi? Parce qu'il y a, dans la pièce, l'idée qu'il y a une pureté du sang, l'expulsion des Juifs. C'est la troisième chose qui s'est passée en 92. Dans la pièce, il y a une obsession du sang pur. Vous avez en fait un personnage, qui est Calixte, qui vient d'une famille noble, une vieille catholique, etc. Il y a Mélibée. Mélibée, elle est fille de marchand. La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que Calixte ne demande pas Mélibée en mariage? Ça n'est jamais dit dans le texte. Mais il faut savoir que l'auteur, qui s'appelle Fernando de Rojas, on a appris, on est quasiment sûr de cela, que c'était un des Juifs convertis forcés. Il avait été forcé de se convertir, et il vivait dans un monde, si vous voulez, où il n'avait aucune place, puisque on se méfiait de lui, l'acquisition brûlait, enfermait, espionnait, etc. Donc, Rojas place une situation où vous avez un jeune homme qui veut séduire une jeune fille, et au lieu de la demander en mariage, il va faire un détour énorme, en passant par les Célestines. L'hypothèse, effectivement, ce serait que le père de Mélibée est juif, puisqu'il est marchand, et que je vous rappelle qu'à l'époque, comme on avait interdit aux Juifs de travailler la terre, on leur interdisait d'être nobles, on leur interdisait à peu près tous les métiers, qu'est-ce qu'il leur restait? Le commerce et la finance. Évidemment, après, on leur reprochait de faire du commerce et de la finance, sinon c'est pas drôle. Donc ça veut dire que on a ici un rapport qui est un rapport interdit, et c'est comme si on avait cette ombre, si vous voulez, d'une Espagne qui se veut absolument d'un sang pur, d'un sang vieux chrétien, et qu'à l'intérieur, vous avez toutes ces différences, toutes ces identités différentes qui sont comme recouvertes. Et qu'est-ce que c'est que la Célestine? C'est elle qui, justement, va permettre de lier des entités qui, sinon, sont absolument tranchées dans des espaces distincts, dans des identités distinctes. Ça va? C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques? Non? Non. Pour terminer, il faut savoir que ce texte a été écrit d'abord une forme de roman. Ça, c'est important que vous le sachiez avant de voir le spectacle. C'est d'abord un roman dialogué. Ça veut dire que, au début de chaque chapitre, vous avez une sorte de résumé de l'action. On vous dit, Calixte tombe amoureux de Mélibée, et après vous avez les dialogues. Dans le spectacle, nous, ce qu'on a fait, d'abord on a coupé, parce que si on le joue en entier, ça ferait 9 heures. Là, ça veut dire 3h30. Bon. Et c'est exceptionnel de voir le spectacle. Enfin, il est très très rarement représenté. 3h30. Et sur ces 3h30, vous avez en fait 2 parties dans la pièce, qui ne correspondent pas à l'entracte. Vous avez toute une première partie, qui est comme une pièce de théâtre apparemment. Et puis une deuxième partie, je ne vous dis pas quand elle commence, vous verrez, parce que j'ai évité de vous dire les choses les plus rebondissantes de la pièce et les plus romanesques, sinon c'est pas drôle, c'est gentil. Vous verrez la deuxième partie, elle fonctionne cette fois sur le mode du roman. Vous allez voir les personnages qui vont dire, ici, tel personnage fait ça, tel personnage fait ci. Ça en fait, c'est comme ça que le livre est écrit. Ça veut dire que le livre vous indique, comme un roman, qui il entre, etc. Donc vous allez voir que ça bascule à un moment dans un autre type de discours. Ne soyez pas surpris, c'est pas que nous sommes délirants, parce que moi j'ai donc fait la dramaturgie du spectacle, ça veut dire que j'ai aidé la troupe, le metteur en scène, toute l'équipe à réfléchir, comprendre cette pièce, ce que ça veut dire, ce que j'essaie de faire, c'est ça la dramaturgie. Et donc, on n'a pas été fous, on ne s'est pas dit on va trouver une idée géniale en mettant les gens faisant du skateboard tout nus sur le plateau, mais on a simplement respecté, oui c'était une bonne idée éventuelle, on y pense pour la prochaine, et donc on a simplement respecté le texte à ce moment-là, d'accord? Voilà. Pas de remarques, non? Non. Bon, eh bien écoutez, bon appétit et surtout bon spectacle. À vous aussi.